Et elle était là-haut, elle l'a entendu, elle vous a vu, et maintenant elle est là. Françoise Camara, vous avez la parole. Alors Françoise Camara, vous la connaissez. Donc elle est conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassation, président de la commission des clauses abusives, et comme sujet, dans le cadre de la réunion d'aujourd'hui, c'est quelle responsabilité, quel poste de préjudice pour quel dommage. Merci. Bien, je suis ravi de vous retrouver, bien sûr, mais je ne suis plus président de la commission des clauses abusives depuis quelques jours, ce qui explique que je n'ai pas pu établir de diapositives, on dirait slides si on était élégant et moderne. Et donc, vous allez devoir endurer des explications. Je suis contente parce que Catherine non plus n'a pas pu ouvrir cette page. Parce que c'était mon secrétaire de la commission qui réalisait ces slides. Maintenant, je les apprends à faire moi-même. Et j'ai, pendant 9 ans, ajouté à mes fonctions celle de président de la commission des clauses abusives et puis également administrateur de l'INC, ce qui était très intéressant. Mais nous constatons que l'État français diminue de plus en plus les subventions à la cause consumériste, mais l'État est pauvre, nous le savons. Les complications post-opératoires. Je trouvais ce sujet bien intéressant. Vous savez qu'à Rome, le trépalium était le siège, un siège à 3 pieds, sur lequel était installé le criminel, ou supposait-elle, pour être torturé. Le trépalium, ça vient de tripalis, qui a 3 échalas. Vous savez ce qu'est un échalas? Un grand homme maigre. Mais non, surtout des bâtons que l'on fiche en terre pour soutenir les arbustes, les tiges de houblon ou les ceps de vigne. Voilà le tripalis, voilà le trépalium. En français, le trépalium est devenu le travail, bien sûr. Faut-il voir en celui-ci un instrument de torture? N'oublions pas que la Bible rapporte qu'il a été dit à la femme qui avait poussé Adam à goûter le fruit de l'arbre de la connaissance, qui était le premier. En botanique, vous connaissez son nom, le premier. Malus. Évidemment. Il y a été dit, j'augmenterai ton travail et ta grossesse, tu enfanteras en travail tes enfants, tes désirs se rapporteront à ton mari et il dominera sur toi. Ça, j'aurais pu oublier, j'aurais pu omettre le dernier membre de cette phrase. Vous pensez à juste titre qu'au palais de justice, l'ancien palais royal, nous connaissons bien, comme vous-même, le travail, en ce qu'il est synonyme de torture. En particulier, c'est dans la tour Bombec, cette tour que vous connaissez, qu'est l'horloge, la plus grosse tour, celle qui est crénelée, c'est la plus ancienne. C'est là que l'on pratiquait la question, c'est-à-dire la torture. On installait les condamnés sur ce trépalium et ils parlaient bien. Ils avaient bon bec sous la torture. Et pour parachever l'œuvre, lorsque l'individu était mort ou pas tout à fait mort, on escamotait le parquet du rez-de-chaussée et on projetait son corps sur des pieux taillés en pointe et le corps putréfié finissait par rejoindre le fleuve puisqu'il y a une communication souterraine avec la Seine. Et pour la petite histoire, dans la tour Bombec aujourd'hui se trouve installé le club de la Cour de cassation, qui est un endroit où l'on peut aller un petit café en somme, très chic, où l'on peut aller boire le café entre 16h et 17h si on a le temps, c'est-à-dire jamais le café et l'activité. Et puis c'est là que se célèbrent les arrivées et les départs des magistrats, c'est-à-dire que nous avons aussi Bombec, mais pour une autre raison, bien sûr. Pourquoi évoquer le trépalium? Pas seulement parce qu'il est un instrument de torture, mais c'est également parce qu'il marque l'équilibre. 3 pieds, c'est le gage de la stabilité, de la force, même de la force de la pensée. C'est la base solide qui est nécessaire pour apporter réponse aux questions que posent les complications post-opératoires. En effet, c'est le triptyque entre l'avocat, composé de l'avocat, du médecin expert et du juge. L'avocat propose une solution, souvent imaginative. L'expert réunit les éléments techniques aptes à justifier la réponse espérée. Et éclairé par le premier et par le second, le juge se trouve en mesure de décider. À la vérité, les complications post-opératoires semblent être appelées à devenir l'une des principales sources
de responsabilité médicale à l'heure où le geste chirurgical est chaque jour plus sûr. Dans un intéressant article récent du journal Le Figaro qui nous a été communiqué par Jean-François Mercier, peut-être pas à tout le monde, il est rappelé que la technique chirurgicale est rarement, la technique elle-même, rarement mise en cause aujourd'hui, mais que la morbidité post-opératoire augmente, notamment en raison, d'une part, du recours plus fréquent à la chirurgie ambulatoire et d'autre part, du retour plus précoce à domicile. Or, il est prévu d'ici à 2022 une majoration d'1 million du nombre des actes de chirurgie ambulatoire. Mais la morbidité, le décès post-opératoire, grâce à Dieu, ne donne pas toujours lieu à une mise en cause judiciaire. En effet, on relève, et puis souvent, la mise en cause, si elle existe, est réglée par voie assurantielle. L'article relève qu'actuellement, il existe une mise en cause tous les 3 ans au bloc opératoire et dans ses suites, et que l'objectif est de la réduire à une tous les 4 ans. Je ne sais pas si vous avez vous-même vérifié, j'espère pour vous que nous vérifiez ce taux. Elle est déjà en diminution dans certaines spécialités, comme la chirurgie viscérale ou l'obstétrique, mais elle est plus fréquente lorsque le chirurgien a une pratique généraliste, ce qui est peut-être le cas davantage, j'imagine, peut-être en province, dans les hôpitaux, les plus petits hôpitaux de France. Dans 4 cas sur 5, la mise en cause n'aboutit pas à sa retenir la responsabilité recherchée. En revanche, le montant moyen de l'indemnisation est en hausse. Alors en pratique, qu'est-ce qui est le plus souvent reproché et recherché contre le chirurgien? D'abord, l'indication opératoire. L'intervention était-elle justifiée? Comme m'a dit un certain expert, depuis que je suis devenu expert, je me pose davantage la question de l'intervention et au fond, j'ai dû peut-être renoncer à certaines interventions que j'aurais autrefois pratiquées. Je rappelle que nous savons dans le monde que la France est le premier, par exemple, pays, d'après ce que je comprends, en matière d'appendicectomie. On ne sait pas très bien si elles sont toujours indispensables. Et alors en plus, ce que l'on sait, c'est que tôt ou tard, souvent tard, grâce à Dieu, elles donneront lieu à une bride cicatricielle qui, ce n'est pas mon ami Paul qui va appeler, mais quelqu'un d'autre, la bride cicatricielle est appelée par les chirurgiens le beurre dans les épinards. Parce qu'on est sûr d'avoir une autre intervention qui est offerte. Alors, de la même manière, je me laisse dire que l'ablation des fibromes serait, dans 60% des cas, complètement inutile. Vous voyez, je pense qu'il faut faire très attention, surtout aujourd'hui, où l'on serre les cordons de la bourse, je pense qu'il faut faire très attention à l'indication opératoire. Alors, ce que l'on recherche aussi, c'est bien sûr, comme toujours, le défaut d'information. Presque dans tous les dossiers, il est invoqué un défaut d'information, soit préalable, soit, nous allons le voir dans un instant, post-interventionnel. Informer sur les conséquences, sur les complications. Indépendamment de ce que l'on pratique en Grande-Bretagne et aux États-Unis, la bedside manner, c'est-à-dire le fait que le chirurgien se trouve au pied du lit du patient, attendant son réveil pour lui faire part de la moindre difficulté qui s'est présentée pendant l'intervention, ce qui, vous le savez, désamorce les conflits généralement. Alors, la troisième source, donc, mis à part ce défaut d'information et l'indication opératoire, ce sont, bien sûr, les manquements dans le suivi post-interventionnel. Et alors, de la même manière, à l'encontre du chirurgien, du médecin anesthésiste et de l'établissement de santé, qu'il soit public ou privé. Alors, j'ai pris connaissance d'un rapport relatif au programme de réhabilitation rapide en chirurgie, validé par le Collège de la Haute Autorité de Santé en juillet 2014, qui est remarquable. Tout à l'heure, on a évoqué la checklist. Je le trouve très exhaustif car il envisage de multiples méthodes propres à prévenir ou régler les complications. C'est énorme, c'est considérable, en effet. Mais, par exemple, il est mentionné que la chirurgie colorectale, qui est une intervention lourde, environ 40 000 interventions en France, dont 70% relèvent d'une indication carcinologique. Eh bien, cette chirurgie entraîne un taux de complications morbides variant de 25 à 35%, c'est énorme.
en fonction des études, et complications d'une ampleur variable. Stress opératoire, iléus post-opératoire, déséquilibre. Je sais ce que tout cela signifie. Hein. Je sais ce qu'est l'iléus, par exemple. Déséquilibre hydrique et énergétique, immobilité post-opératoire, trouble du sommeil et complications post-opératoires proprement dites. La mortalité associée à cette chirurgie s'établit entre 3 et 4%. La durée du séjour post-opératoire s'élève en moyenne à 18 jours. Alors, s'agissant des complications post-opératoires en général, je distinguerai 4 axes de réflexion dans la pratique juridictionnelle. Sur les 2 premiers points, j'insisterai davantage, et les 2 autres, je les traiterai de manière schématique. Les 2 premières questions sont la complication du geste opératoire et le suivi post-interventionnel. Ensuite, nous verrons les affections nosocomiales. Ensuite, la mise en place d'une prothèse. Et en dernier lieu, le principe de non-mitigation. Alors, les complications du geste et du suivi post-interventionnel, on peut distinguer 2 éléments. D'abord, la casuistique à proprement parler, puis la pluralité de responsabilités. Alors, la casuistique, comme Catherine vous l'a rappelé tout à l'heure, en matière de responsabilité médicale, il y a là encore un triptyque, la faute, le préjudice, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Évidemment, l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si celle-ci a contribué de façon directe à la production de dommages dont la réparation est demandée. Alors, au début, on a retenu bien sûr la responsabilité médicale des praticiens libéraux pour faute uniquement. Bientôt, alors depuis la fin du XIXe siècle, depuis les années, le milieu du XIXe siècle même. Et puis, on a qualifié cette responsabilité de contractuelle, vous vous rappelez, par l'arrêt Mercier de 1935. Alors, désormais, la responsabilité médicale est fondée sur l'article L. 1142-1, grand 1, alinéa 1er du Code de la santé publique, qui exige la preuve d'une faute, toujours bien sûr, sauf en matière d'affection nosocomiale imputée à un établissement de soins. Alors là, saluons, à cet instant de la faute, saluons c'est Philippe Marle, le secrétaire général, qui a cité l'autre jour à la séance solennelle de l'Académie, la semaine dernière, une très belle phrase de Victor Hugo. Une idée n'est jamais aussi puissante que lorsque son heure est venue. Et de fait, pendant 20 ans, il y a eu près d'une vingtaine de propositions d'origine parlementaire. Vous savez distinguer les propositions des projets. Les projets sont gouvernementaux, les propositions sont d'origine parlementaire. Ces propositions n'étaient jamais inscrites. Puis, un projet, je vais dire royal, un projet gouvernemental enfin vu le jour, c'était la loi Kouchner, 4 mars 2002. Et je dirais que cette loi était la libération des médecins. Parce que l'on a cessé, peut-être, d'accrocher un peu trop commodément parfois, le sachant très bien, pour ce qui me concernait, des fautes exclusivement pour permettre une indemnisation dans des cas totalement pathologiques, alors que nous savons parfaitement bien qu'il aurait fallu que la collectivité prie le relais de la solidarité nationale, et c'est le cas maintenant. Donc saluons cette idée qui était mûre pour devenir puissante. Alors, alors, bien sûr, la complication thérapeutique n'est pas à mettre au débit du chirurgien ou de l'anesthésiste, non plus d'établissement de soins, lorsqu'elle se heurte à un échec thérapeutique. Bien entendu. Par exemple, je vois une affaire dans laquelle, alors nous avons rendu cet arrêt il y a pas longtemps, 24 mai 2017, il s'agissait de la prise en charge à la suite d'un implant dans une cheville, une tension qui a provoqué de nombreuses douleurs, et alors la Cour d'appel, dont la décision a été censurée, relevait que, à l'issue de la première intervention, les douleurs dont cet individu qui avait été blessé à l'occasion d'un accident du travail, la tension était trop importante du transplant. Une telle tension, relevée la Cour d'appel, ne correspond pas à une faute technique, puisque la tension appliquée ne répond à aucun test objectif mesurable, et qu'en outre, si le transplant est un peu tendu, il y a souvent dans les suites une adaptation automatique à la tension de celui-ci, la Cour d'appel en a déduit de ces éléments
que l'évolution favorable de l'état de santé du patient avait été retardée par la tension excessive et que cet événement médical était directement imputable à l'intervention et par conséquent le retard d'évolution favorable était imputable au médecin. Et nous avons dit que non, puisque le retard dans l'évolution favorable de l'état de santé du patient consécutif au fait que l'intervention chirurgicale réalisée conformément aux règles de l'art n'avait pas permis de remédier aux douleurs que l'individu présentait et ne les avait pas non plus aggravées, ne caractérisait pas un dommage directement imputable à un acte de soin. Vous voyez comme le rapport d'expertise détaillé, pesé, habité par le doute est important, car du même rapport d'expertise, vous observerez que les cours d'appel qui sont composés, et comme les tribunaux, c'est-à-dire que quand une affaire arrive devant la Cour de cassation, elle a déjà été vue par 6 magistrats, 3 en première instance, 3 en appel. Eh bien, avec le même rapport d'expertise, nous pouvons avoir, par une approche différente des questions de droit, une solution, nous pouvons retenir une solution exactement différente. Mais vous voyez combien le rapport d'expertise, c'est notre seul en vérité, bien sûr le droit précisément, mais notre instrument de travail initial, notre instrument de base, c'est bien sûr le rapport d'expertise qui doit être très très précis. De la même manière, s'il s'agit d'un échec thérapeutique, c'est une chose, mais l'aléa thérapeutique, c'est la même chose. Il n'est pas à mettre au compte, bien sûr, du chirurgien. En l'espèce, il s'agissait, alors c'est une dame qui souffrait de la mise en place d'une... Voilà. Un anesthésiste a mis en place une sonde sous-clavière. La patiente est sortie de la clinique le 17 juillet 1991. Le lendemain, un faux anévrisme artériel sous-clavier droite, consécutif à une plaie de la sous-clavière droite. Alors je ne sais plus si c'est une artère ou une veine. Artère. Merci. C'est ce que me semble, causé par la mise en place de la sonde, a été diagnostiqué et a nécessité une seconde intervention. Mais, alors, la Cour d'appel a rappelé que, la Cour de cassation, rappelle que le médecin est tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il procède à la pose d'un appareil sur la personne d'un patient. Et nous allons voir tout à l'heure que l'obligation de résultat de sécurité n'existait qu'en ce qui concernait les matériels utilisés. Vous allez voir que tout cela a beaucoup évolué sur le point de la mise en place de prothèses. Mais la Cour d'appel, se fondant sur les conclusions des experts, a retenu, et là nous allons approuver ce qu'elle a dit, se fondant sur les conclusions des experts, a retenu que la blessure subie par la patiente constituait une complication très rare, provoquée par la mise en place de la sonde, qui ne pouvait être évitée par un examen ou une manœuvre particulière, et qu'aucun manque de précaution et aucune négligence ne pouvait être reproché au médecin. En l'absence de toute défectuosité de la sonde, ce qui fait appel à l'obligation de sécurité de résultat de mise en place d'un matériel, en l'absence de toute défectuosité de la sonde et de possibilité de prévenir la blessure, la Cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité de M. Sidor n'était pas engagée. En effet, il s'agissait d'un aléa thérapeutique qui n'engage pas la responsabilité du médecin. Alors, quant à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, nous exerçons un contrôle de qualification sur ce qu'est une faute et sur le lien de causalité et sur la caractérisation, sur l'identification d'un poste de préjudice. Alors, pour les postes de préjudice, nous recourons, comme vous savez, nous, Conseil, Cour de cassation et le Conseil d'État de la même manière, à la nomenclature d'ADIAC, ce qui veut dire que si l'on répare un poste en estimant qu'il s'agit d'un préjudice, alors que l'on ne trouve pas dans la décision de la Cour d'appel la définition qu'en donne la nomenclature d'ADIAC, nous dirons que la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice réparable. Maintenant, oui ou non, ce préjudice, quand il est bien caractérisé, c'est-à-dire qualifié en droit, alors qu'il existe ou non, factuellement, ça, c'est du ressort du pouvoir souverain du juge du fond. Est-ce qu'il existe ou non, c'est le ressort du juge du fond. Mais quant à la faute, l'appréciation de l'existence factuelle d'éléments caractéristiques d'une faute, c'est le juge du fond. Mais la qualification en faute de ces éléments souverainement constatés par la Cour d'appel, par le juge du fond, c'est du ressort du contrôle de la Cour de cassation. De la même manière, est-ce que cette faute-là a pu entraîner, a pu retenir qu'elle avait directement causé le préjudice?
Donc vous voyez qu'en réalité, c'est une affaire de longue haleine que de caractériser la faute. Alors, des complications diverses, on en voit beaucoup. Elles sont souvent liées à un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service, à l'obligation de veiller à la sécurité du patient, à une absence de surveillance post-opératoire du patient, à un manquement à l'obligation de donner des soins consciencieux et attentifs. Pour le Conseil d'État, ce sont exactement les mêmes. Alors on trouve en plus le défaut d'entretien des locaux, des hôpitaux publics, du matériel public, l'organisation bien sûr, on va dire. Et alors, pendant longtemps, le Conseil d'État imposait que le médecin hospitalier bénéficie d'une protection fonctionnelle, institutionnelle. Il faudrait, pour une faute détachable de sa fonction, vous imaginez, l'intention de nuire au patient. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple dans la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc, je crois que ça n'a plus jamais existé, j'imagine. Et, enfin, sauf ceux qui, peut-être, seraient en correctionnel, parce qu'ils auraient hâté des décès, ça pourrait se produire, bien avant. Mais donc, le Conseil d'État, qui disait, nous jugeons l'hôpital public qui est généreux et bienfaisant, donc seulement une faute lourde dans l'organisation du service. Mais depuis un arrêt d'Assemblée de 1992, il retient, comme nous, la Cour de cassation, une faute simple. Alors bien sûr, il aura différemment pour ce qui concerne les affections nosocomiales, et on va le voir tout à l'heure. Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est que nous voyons, nous allons voir trois hypothèses, par exemple, de complications post-opératoires. C'est que j'ai le sentiment que, exactement comme pour ce qui intéresse les erreurs de côté à opérer, on a vraiment l'impression que ces erreurs dans le suivi, dans la surveillance post-opératoire, pourraient être évitées. Donc ça, vous le savez, je sais que vous êtes scrupuleux, mais je suis désolé que le travail remarquablement accompli par le chirurgien et l'anesthésiste soit quelquefois endommagé par cette absence de suivi post-opératoire. Alors par exemple, dans son peut-être, nous avons retenu la responsabilité, là encore, de d'un défaut dans le suivi. Un patient ayant subi, je déteste dire qu'un patient a subi une intervention, je n'ai pas encore tout à fait gagné, bien que doyen de la première chambre civile, je n'ai pas encore réussi à imposer donc toutes les décisions que le patient avait bénéficié de l'intervention, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ni l'un ni l'autre. Elle a été mise en... Elle a eu lieu. Alors, il a subi un remplacement prothétique de la crosse de l'aorte, souffert de complications ayant nécessité réintubation et extubation. Le lendemain, au cours de son petit déjeuner pris au sein de l'établissement de santé, fausse route alors qu'il consommait un croissant. Arrêt cardiovasculaire, asphyxie aiguë, encéphalopathie post-anoxique et conservation d'importantes séquelles neurologiques. Après avoir rappelé qu'il appartient au médecin de prescrire la réalimentation par voie orale des patients extubés et de prévoir un accompagnement vigilant du patient à cette occasion, en fonction de l'existence ou non de lésions particulières, la Cour d'appel que nous allons approuver a constaté que l'absence de protocole explicite sur les conditions de réalimentation des patients au sein du service de réanimation à la date de l'accident survenu, avait été admise par l'un des médecins anesthésistes, mais n'aurait pas été admise, que c'était la même chose, on constatait qu'il n'y en avait pas. Et qu'il n'y avait pas eu d'instructions données par les praticiens au personnel infirmier, ni de précautions adoptées lors de la reprise de l'alimentation du patient, malgré l'existence de lésions laryngées qui, associées à l'état neurologique du patient, devaient faire craindre les troubles de la déglutition, et les praticiens n'ayant pas contesté avoir pris en charge le patient, même s'il avait contesté, nous aurions retenu qu'il l'avait en charge, aurait dû, je trouve que c'est même honorable de la part des praticiens de reconnaître là où il existe une faute, enfin franchement c'est vrai, aurait dû, en leur qualité de responsable du service de réanimation, veiller à la bonne organisation de celui-ci quant aux modalités de réalimentation des patients et s'assurer des conditions, etc. Donc, prévenir le risque de fausse route. J'imagine par exemple que ce n'est pas le moment de savourer un croissant. Donc, nous avons approuvé la Cour d'appel d'avoir déduit de ces constatations l'existence de faute. En revanche, pas de faute médicale, pas de faute post-interventionnelle dans l'affaire suivante. Une patiente, vous allez voir, c'est assez incroyable, une patiente a été hospitalisée en vue de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche.
Dans la nuit suivante, elle est tombée de son lit, ce qui a provoqué une luxation de la prothèse. Quelques jours plus tard, elle a fait une nouvelle chute en passant sous les barrières que le personnel de la clinique avait placées au bord du lit, occasionnant cette fois-ci une luxation de la prothèse droite qui avait été placée l'année précédente par le même chirurgien. Ce n'est pas fini. Une autre luxation du côté gauche s'est produite à la suite d'un faux mouvement induit par l'état d'agitation de la patiente. Au cours des interventions rendues nécessaires par ces luxations, celle-ci a contracté un sepsis au niveau de la prothèse de la hanche gauche qui a dû être ôtée. Ayant assigné les deux praticiens ainsi que la clinique en réparation de ces préjudices, elle a été débutée de ses demandes contre l'anesthésiste et l'a réattaqué à condamner le chirurgien et la clinique in solido à l'indemniser. Eh bien, nous avons dit le contraire à la Cour de cassation avec les mêmes éléments de fait et d'expertise. Alors, conformément au rapport des experts, la Cour d'appel a estimé que les luxations dont la patiente avait été victime étaient imprévisibles. La première ayant été causée 3 jours après l'intervention par une chute que rien ne laissait prévoir. La deuxième s'étant produite malgré la présence de barrières. Et les luxations suivantes étant survenues spontanément, en raison de l'état d'agitation de la patiente, en dehors de tout contexte de chute et sans que les prescriptions anesthésiques aient été inappropriées à ses antécédents de fragilité neurologique, eh bien, il en est déduit, la Cour d'appel a dit la même chose que nous. La Cour d'appel a justement déduit, que ni les praticiens, ni la clinique à laquelle, poursuivons, ni les praticiens ni la clinique à laquelle aucune surveillance particulière n'avait été préconisée par les médecins, n'avaient manqué à l'obligation de surveillance post-opératoire qui leur incombait. Ce sont simplement en réalité, il a été retenu qu'on ne pouvait pas considérer de faute. J'ai un petit peu mélangé. Voilà. Donc, il n'y a pas de faute dans ce cas-là. J'ai mélangé entre la Cour d'appel et les... C'est bien. Alors ensuite, le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dans une hypothèse suivante, il n'a pas été retenu. 7 jours après une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'un lipome intracanalaire, avec mise en place d'une sonde sous-clavière, la patiente est sortie de la clinique. Le lendemain, faux anévrisme artériel sous clavier droit, consécutif à une plaie, etc., etc. La Cour d'appel a constaté que si le chirurgien avait manqué à son devoir de surveillance post-opératoire en autorisant une sortie prématurée de la patiente, c'est une faute. En revanche, l'absence de diagnostic au jour de la sortie du faux anévrisme avait été sans conséquence sur l'évolution clinique de celle-ci, dont la complication avait été immédiatement traitée dès que le diagnostic avait été établi. Donc la Cour d'appel en a bien déduit qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la sortie prématurée et les séquelles de la patiente. Alors, évidemment, le préjudice n'est pas toujours complètement affecté à la faute reprochée au praticien ou à l'établissement. Quand il n'est pas démontré de manière certaine que, en l'absence de manquement du praticien ou de l'établissement, le dommage ne serait certainement pas survenu, alors là, tout serait réparé. Mais si on n'est pas certain que, même si les soins avaient été particulièrement adaptés et scrupuleux, elle n'aurait quand même pas, la patiente ou le patient n'aurait quand même pas souffert d'une partie de préjudice, on n'est pas sûr. Alors là, on va retenir évidemment ce qu'on appelle une perte de chance. Alors, ça peut être le cas, retrait prématuré de drain, sans recourir à une antibiothérapie, ni à un prélèvement bactériologique lors de la deuxième opération, alors qu'il existait des risques importants d'infection. Une cour d'appel retient qu'un quart des malades souffrent de ce type de complications. C'est une prothèse de reconstruction mammaire. Et donc, il y avait une fragilisation des plans cutanés et il a été jugé par la cour d'appel que les préjudices étaient imputables pour moitié à une perte de chance liée au manque de précaution et pour moitié à un aléa thérapeutique. Or, nous avons dit, mais non, on ne peut pas dire qu'il y avait la moitié, etc., alors qu'on n'est pas certain
que la patiente n'aurait pas subi de complications en l'absence de prise en charge fautive. Donc il faut recommencer une expertise pour voir ce qui se serait effectivement produit. Parce que c'est ça, il faut, comme l'a dit tout à l'heure Catherine Palais-Vincent, il faut que la mission confiée à l'expert soit très détaillée, en particulier quand on recherche, si jamais les missions sont incomplètes, il faut demander au juge d'amener dans l'état de les compléter. Et si on ne demande pas à l'expert ce qui se serait produit en l'absence de ce soin, on ne peut pas apprécier l'éventuel préjudice imputable. Et ce ne pourrait être... Alors, bien sûr, quand on va poser cette question, l'expert dira, dans de nombreux cas, où rarement l'affection ou la complication aurait pu se produire, donc on ne lui demande pas de fixer un pourcentage précis, sauf s'il y a des publications à cet égard. Mais vous voyez qu'il y ait déjà une évaluation et une réponse à cette question. Est-ce qu'avec des soins complètement parfaits, la complication se serait produite ou pas? Pluralité de responsabilité. Évidemment, les complications sont généralement plurifactorielles. Alors, vous savez que quand plusieurs personnes contribuent à une même faute et à un même dommage, elles seront condamnées in solidum à réparer le préjudice. Quand des praticiens libéraux qui exercent dans une clinique ont commis une faute, la clinique n'est pas pour autant dispensée de répondre de ses propres fautes. Il en va de même selon le Conseil d'État pour les hôpitaux, qui ne peuvent pas se retrancher derrière les fautes commises par le médecin traitant extérieur, référent. Et dans tous ces cas, il faut que tous ceux qui ont contribué soient évidemment condamnés en même temps. Hein. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la responsabilité in solidum. Et naturellement, ensuite, chacun va se retourner contre les autres. Alors, en réalité, on se pose aussi la question, très délicate, dans les chaînes de responsabilité, il y a une première faute, un accident de la circulation, une première intervention qui se déroule mal. Après l'accident de la circulation, par exemple, c'est plus simple à comprendre, donc peut-être schématiquement, l'individu est opéré, contracte la vitamine C, une hépatite C. Et bien là, il a été jugé, bien entendu, que l'auteur de l'accident de la circulation était responsable. C'est la causalité sine qua non, c'est-à-dire que, évidemment, il est à l'origine de l'intervention qui a permis la contamination. De la même manière, quand un premier chirurgien soit commet une faute, soit se heurte à une complication post-opératoire et qu'un second chirurgien intervient, mal, fautivement, est-ce que le premier pourrait être lié et répondre à l'endroit du blessé de tout le dommage? Oui, puisque la seconde intervention a été dictée, causée par sa faute initiale, ou par son opération initiale qu'il n'a pas surveillée, par exemple, et donc il n'a pas surveillé les suites, mais le premier chirurgien se retournera contre le second si le second a commis une faute. Mais à l'égard du blessé, il sera responsable, évidemment, in solidum. Alors, on a bien compris que ce qu'on appelle la contribution, l'obligation à la dette, c'est l'obligation du médecin envers le patient, elle est globale, elle est collective. Et ensuite, ce qu'on appelle la contribution à la dette, c'est la répartition entre eux, entre les co-condamnés in solidum ou solidaire, la répartition, donc la contribution entre eux de leurs obligations. Alors, il y a une question bien intéressante qui nous démange à la Cour de cassation et sur laquelle nous ne pouvons pas nous prononcer parce que chaque fois qu'il y a un pourvoi, il y a un désistement des pourvois. Souvent, ça arrive, quel que soit le domaine, hein, lorsque des professionnels ou des segments de la population ont trop peur de voir la Cour de cassation prendre une décision, ils préfèrent se mettre d'accord entre eux et ils retirent le pourvoi. Ils ne veulent pas qu'une règle soit fixée par la Cour de casse, ils se débrouillent entre eux. Ça, c'était encore tout récemment, il y a quelques jours, donc désistement de pourvoi dans les affaires qui sont bien intéressantes, hélas, du distilbène, du diéthylstilbestrol, qui a été le plus souvent commercialisé sous le nom de distilbène par UCB Pharma. Et puis, il y avait l'autre, qui est devenu maintenant GlaxoSmithKline, qui en a commercialisé 10%. Alors, en 2006, nous avons retenu pour la première fois
la responsabilité des laboratoires, des deux laboratoires fournisseurs pour défaut de vigilance. Ensuite, nous avons dit que la seule exposition au DES in utero suffisait à établir la cause directe de la pathologie, sans que le patient ait à démontrer que c'était lié à la prise d'œufs, donc c'est une présomption absolue, sauf au laboratoire à démontrer, aux deux laboratoires à démontrer que ce n'était pas leur produit qui se trouvait à l'origine du dommage, donc sinon ils sont condamnés in solidum envers les victimes. Bon, donc nous avons rendu, il y aurait environ 160 000 bébés exposés en France in utero au DES, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Le distilbène a été, enfin le diéthylstilbérol a été enlevé du marché plus tôt qu'en France, et assez, pas mal plus tôt, un peu comme le Mediator aussi dans d'autres pays. Et un fonds d'indemnisation a été mis en place pour indemniser les victimes de ce DES. Donc en France, il y a une centaine de procédures, un peu plus, 150 procédures, mais ça peut donner lieu à bien plus de procédures, bien sûr. Et alors, la question qui se pose est celle, entre les deux, ce qui a été une décision assez audacieuse de la Cour de cassation, parce que chacun disait, mais c'est pas moi qui ai vendu chacun des deux laboratoires, ce n'est pas moi qui ai vendu le produit dont Madame X a bénéficié. Et alors, dans le doute, c'est quand même extraordinaire, en droit français, nous avons une sorte de responsabilité collective, puisque ne démontrait pas que c'était pas carrément une inversion de la charge de la preuve, mais entre nous sommes dit, c'était nécessaire pour qui maintenant, depuis 2006. Et la question, c'est comment répartir entre eux. L'un dit, moi je n'ai vendu que 10%, voire 5%, je ne peux pas payer 50%. Et l'autre dit, ah mais non, c'est très bien comme ça, hein. 50%, puisqu'il solidum, on ne sait pas combien, donc. Et alors, à l'étranger, il y a beaucoup ce que l'on appelle la market share liability, c'est-à-dire la responsabilité en fonction des parts de marché. 10%, 90%. Bon, c'est simple, c'est pragmatique, c'est anglo-américain, si je puis dire. Alors, Dieu seul sait si la Cour de cassation aurait pris cette décision, parce que chaque fois que nous sommes saisis, chaque fois que tout est prêt, je ne peux pas vous dire dans quel sens nous aurons statué, chaque fois, une semaine avant le délibéré, les pourvois font l'objet d'un désistement. Voilà, nous en sommes encore là. Mais la question est intéressante en droit, en fait. Alors, le deuxième point, les infections nosocomiales. Donc, rapidement, vous savez que actuellement, depuis la loi de 2002, nous avons une présomption de faute qui est prise en charge de plein droit par les établissements jusqu'à 25% d'incapacité, et ensuite c'est la solidarité nationale, et là ça devient une responsabilité sans faute, comme chacun sait, sauf à l'ONIAM éventuellement à se retourner s'il arrive contre les cliniques ou les établissements publics. Et en revanche, s'agissant des médecins libéraux, il n'y a pas de présomption de faute, puisque les assureurs étaient vent debout au moment de l'élaboration de la loi Kouchner, 2002, en disant qu'ils ne pouvaient pas prendre en charge, avec des assurances formidables, l'intégralité de cette présomption de contamination nosocomiale dans les laboratoires individuels, chez les praticiens, par exemple, un rhumatologue qui procède à une... Il faut que je me dépêche. C'est ça? Oui, éventuellement. Et donc, pour l'instant, nous en sommes là, et donc nous avons posé, merci, nous avons posé au Conseil constitutionnel la question de savoir si ce texte ne crée pas un déséquilibre entre les droits et obligations des usagers, une inégalité, une rupture d'égalité, puisque le patient victime d'une maladie contractée chez un médecin libéral doit prouver la faute d'asepsie du médecin, ce qui est quasiment impossible à rapporter, tandis qu'il bénéficie d'une prise en charge de plein droit par un établissement de santé. Eh bien, le Conseil constitutionnel nous a répondu que pas du tout. Les situations étaient différentes, parce que nous reproche beaucoup de ne pas poser suffisamment de QPC, question prioritaire de plus, nous poserons beaucoup, mais souvent le Conseil nous répond que non, tu vas très bien. Et donc il a répondu que les situations étaient différentes, et que par conséquent, les réponses pouvaient être différentes, notamment parce que les hôpitaux ont un plan de prévention des maladies nosocomiales avec des moyens dont ne disposent pas, en effet, les médecins libéraux. Avec cette petite difficulté que quand un laboratoire d'examen
est exploité en société civile de moyens. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont membres de société civile de moyens. La société civile de moyens n'exerce pas l'activité médicale, elle favorise la mise en commun de moyens au profit de praticiens libéraux, et donc elle n'est pas nous avons jugé, il n'y a pas longtemps, qu'elle n'est pas un établissement de soins, nous avons cassé le rappel, au sens de la loi de 2002. Elle est une addition de médecins libéraux, et donc il faut trouver la faute. Alors, qu'est-ce qu'une maladie nosocomiale? Alors je vais vous le dire parce que... Non, je ne vais pas vous le dire, parce que c'est trop difficile justement à définir. Mais nous disons à la Cour de cassation que le juge du fond apprécie souverainement. Le Conseil d'État, qui lui, encore une fois, agit au nom du public, il a des procédés systématiques, parce que ça a commencé avec en particulier le lien éventuel entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Il a fixé un triptyque, là encore, toujours l'équilibre de 3 éléments qui nécessairement créent le lien de causalité, c'est-à-dire la brièveté du délai entre la vaccination et les premiers symptômes. Deuxièmement, l'absence d'antécédents familiaux. Troisièmement, l'absence d'antécédents personnels. Si ces 3 éléments sont réunis, tout le personnel hospitalier, infirmier, médical, etc., contaminé, enfin, qui présente la sclérose en plaques, peut dire « je demande l'indemnisation ». Et le Conseil d'État a dit oui. Et s'agissant de la sclérose en plaques hépatite B, nous avons posé une question à la Cour de justice de l'Union européenne qui nous a répondu nous avons demandé si nous pouvions nous fonder en l'absence de certitude médicale sur des présomptions. Mais nous, c'est au cas par cas, c'est souverain. Et donc la Cour de justice nous a répondu oui, 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 en revanche. Il est contraire au droit de l'Union européenne, un système qui, de manière automatique, retient des éléments objectifs en l'absence de toute certitude médicale pour dire qu'il y a un lien. Alors donc le Conseil d'État, maintenant, je pense qu'il ne pourra peut-être plus maintenir cette jurisprudence. Et s'agissant des maladies nosocomiales, nous sommes dans la même situation, puisque nous disons appréciation souveraine des juges du fond. Et que dit le Conseil d'État? Il ne dit pas ça du tout. Il dit exactement ce que le comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins a, en mai 2007, avec la commission, en lien avec la Commission nationale d'accidents médicaux, retenu comme définition. Une infection est dite nosocomiale ou associée aux soins si elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive, éducative d'un patient, et si elle n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Donc on ne cherche pas, vous allez voir là-dessus, on ne cherche pas si elle s'est produite après. Est considérée habituellement comme associée aux soins l'infection survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou s'il y a mise en place d'un implant, d'une prothèse ou d'un matériel prothétique dans l'année qui suit l'intervention. Donc dès lors qu'il y a infection dans le mois qui suit l'intervention, c'est une maladie nosocomiale, et si c'est dans l'année parce qu'il y a eu une mise en place de prothèse, c'est une maladie nosocomiale. Alors nous avons eu une affaire assez compliquée dans laquelle honnêtement nous avons beaucoup hésité. Nous avons rendu l'arrêt en novembre 2017. Mais nous avons dit, bon, pour ce qui nous concerne, c'est encore l'appréciation souveraine du jugement. Je termine. Après, je dis juste un peu. C'est intéressant parce que, franchement, c'était difficile. Nous avons suivi l'expert. Alors, le 7 novembre 2008, une patiente bénéficie de la cause de prothèse mammaire. Survenue une complication, désunion d'une des cicatrices, mise à nu d'un des implants, survenue d'une infection, retrait de la prothèse et remplacement. Et alors, la patiente demande, qu'est-ce que nous dit l'expert? Il y avait, au moment J+15, pas le pansement ne montrait rien de particulier en dehors de flictène sous les stéristrines. Un mois plus tard, un écoulement lymphatique à l'extrémité de la cicatrice, sans signe infectieux. Quelques jours plus tard, la cicatrice de l'AV5 est inflammatoire, le pansement est légèrement taché, mais ni rougeur ni gonflement. Un mois plus tard, désunion de la cicatrice, implant extériorisé, échographie mammaire, mise à nu de l'implant et présence d'une collection liquidienne périprothétique, ablation de l'implant, lavage de loge, prélèvement bactériologique, staphylocoque doré. Eh bien, il a été jugé que ce n'était pas nosocomial,
que selon, oui, justement, que selon l'expert, c'était à la suite de la mise à nu de l'implant qu'étaient venus les staphylocoques dorés. Si nous avions suivi ce qu'avait dit le comité de l'infection, etc., eh bien nous aurions retenu comme le Conseil d'État que c'était 2-3 mois après la mise en place de l'implant. Franchement, hein, bon, c'était plutôt l'implant, vous êtes d'accord? Mais alors, donc, je ne vous dis pas, les délibérés à la Cour de casse sont parfois très violents. Et donc, à l'issue du délibéré, même l'affaire a été renvoyée, puisqu'ils ne sont pas d'accord, ils ont perdu la voix. Et nous avons jugé finalement que c'était l'appréciation souveraine des juges du fond, et ça n'était pas automatique, et donc on n'a pas pu démontrer. Alors là, le Conseil d'État va être appelé à se prononcer à nouveau sur la question des infections nosocomiales. Donc il reprenait exactement la définition. Donc là, ça aurait été de plein pied une infection nosocomiale. Et il va statuer dans quelques mois, parce que c'est très long quand il décide de passer une affaire en section, c'est-à-dire sous-section réunie. Et il va, maintenant ça s'appelle des champs d'ailleurs, et va-t-il changer sa jurisprudence en tenant compte de l'arrêt de la Cour de justice qui en avril 2017 est venu nous dire qu'il n'est pas possible de retenir des éléments objectifs, parce que si on retient des éléments objectifs automatiques, on prive l'autre partie de la faculté de se défendre. C'est ça qui est déséquilibré. Et donc là, je ne sais pas dans quelques mois ce que va décider le Conseil d'État en matière de maladies nosocomiales. Mais c'est assez délicat de savoir. Alors, je terminerai en vous disant ce que j'avais promis. Un petit mot, et après encore un secret du palais. J'avais promis un petit mot sur les prothèses. Alors, les prothèses, normalement, vous savez qu'il était dit qu'il était jugé que le médecin était responsable de la sécurité du résultat de la prothèse mise en place. Ce n'est pas du tout ce que disait la directive européenne que nous avons sur les produits défectueux, que nous avons transplanté en 1998 très très mal, puisque nous avons dit que tout autre fournisseur, alors le vendeur, le loueur, à l'exception du Crédit Bayer, ou tout autre fournisseur professionnel, au nombre desquels évidemment figurait le médecin, est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur, comme si c'était producteur. Toute petite amélioration du texte en 2004, mais pas vraiment, parce qu'on disait n'est responsable d'un, bon, enfin peu importe. Bref, nous avons été condamnés par la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement, et manquement aux obligations. La République française a manqué aux obligations qui lui incombent. Cour de justice, à l'époque des communautés européennes, 25 avril 2002, nous avons été sanctionnés. Et de la même manière, le Danemark aussi, en 2007. Donc, nous avions adopté un système qui permettait de retenir la responsabilité de plein droit du médecin pour défaut de sécurité de résultat, sauf s'il démontrait, c'est la preuve à ce moment-là, inverse, il peut démontrer la force majeure, ça c'est absolument presque impossible à prouver. Et bien maintenant, nous avons pris acte de cette sanction. La loi a été modifiée en 2006, donc maintenant le texte nous dit que le fournisseur est responsable s'il ne peut pas désigner, enfin, mais quand il peut désigner le producteur, non, donc le producteur on le connaît toujours, le producteur, le fabricant du produit on le connaît, mais la plupart du temps le problème c'est qu'il n'existe plus. Et nous allons nous heurter bientôt à quoi? 700 000 cas dans le monde, 105 000 en France. Quelqu'un, vous pensez tout de suite, bien sûr, aux prothèses PIP. Alors je rappelle qu'en Allemagne, les individus, le laboratoire, le certificateur contrôleur, etc. ont été condamnés à plusieurs années de prison. Ici en France aussi, 4 ans de prison. C'est un ancien épicier qui vendait les prothèses. Il a été condamné à 4 ans de prison et au maximum 75 000 € d'amende. Les assureurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Enfin, l'assureur a dit, ah ben moi, j'ai un sinistre, plafond de sinistre, 3 millions. Mais le sinistre, ce sont les prothèses. Toutes les prothèses constituent un seul sinistre, et pas 700 000 sinistres. Donc, il y a 3 millions à partager en, enfin pour la France, 105 000 ans. Il y a déjà 18 000 qui ont été enlevés. Enfin bref, c'est très compliqué. Et alors, il y a bien des prothèses qui ont été mises en place avant 2006, avant la modification de la loi en France. On ne peut plus qu'espérer qu'un nouveau fonds
d'indemnisation. Ce qui va certainement se produire. Bon, alors, terminer avec l'hypothèse. Et le dernier... Non, une seconde. Le principe de non-mitigation, qui énerve évidemment beaucoup, et les praticiens et surtout les assureurs. Non-mitiger, ça veut dire la mitigation. Mitigarer, ça veut dire adoucir. Ça veut dire minorer. Et donc, la non-mitigation, c'est qu'en France, nous jugeons invariablement tant la première chambre civile que la deuxième chambre civile qui traite des infractions, conséquences d'infractions indemnisées par les civils, que la chambre criminelle, nous disons qu'une victime n'a pas le devoir de minorer son préjudice. On prescrit une antibiothérapie, l'individu ne la prend pas, son état consécutif directement à l'infection imputable à un praticien dans l'établissement, une infection grave, mais en lien direct, et il n'est pas responsable de cette aggravation, il a bien le droit, surtout qu'il s'en en prendre, si je puis dire, en matière médicale et thérapeutique, il ne veut pas prendre d'antibiothérapie. De la même manière, quand on est amputé, si on a des prothèses, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir travailler, mais sans prothèse, on ne peut pas. Si on peut se faire opérer de quelque chose, on souffre trop, on ne peut plus bouger. Si on s'est opéré, on irait mieux. On pourrait travailler, on aurait moins mal. L'IPP serait plus faible. Et puis, il n'y aurait pas d'incapacité fonctionnelle, professionnelle. Mais si on ne veut pas, on n'a pas l'obligation. Alors qu'à l'étranger, c'est une obligation. Alors, évidemment, vous connaissez des contrats d'assurance qui précisent, par exemple, si vous avez assuré votre maison, il y a un dégât des eaux, contractuellement, vous pouvez être contraint de limiter, vous pouvez être contraint de refaire le système d'évacuation, et puis sinon vous n'aurez pas la totalité de l'indemnisation de la part de l'assurance. C'est contractuel, mais là, vous ne signez pas de contrat avec le patient pour dire, patient, vous allez... Bon. Alors donc, c'est un grand combat, et comme le droit des obligations est à la refonte, comme le droit des contrats a été refondu récemment, nous ne savons pas du tout si bientôt nous n'aurons pas en France l'obligation pour la victime de minorer son dommage. Voilà, ça c'est peut-être une affaire à suivre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le dernier petit secret du palais. Vous savez que, alors, ici, au Cordeliers, se tenait le tribunal révolutionnaire, qui siégeait aussi dans la première chambre du tribunal de grande instance de Paris. Vous connaissez peut-être la salle des pas perdus au palais? L'immense salle. Eh bien, dans un angle à gauche se trouve la première chambre du tribunal dans laquelle Marie-Antoinette a été jugée. Elle est montée de la conciergerie par un escalier à vis. Elle a été jugée là, exactement dans cette salle d'audience, qui était plus grande parce qu'il n'y avait pas, à la fin, dans le bout extrême, la chambre du conseil actuel de la première chambre. Donc elle était un peu plus grande. Et alors, cet escalier qui m'avait permis, quand j'étais plus jeune, de descendre en conciergerie, maintenant tout est toujours bloqué, fermé, il y a des grilles partout, donc maintenant on ne peut plus descendre, mais on peut monter. Donc je suis montée un jour, par curiosité, toute seule. Je dois dire que je n'en menais pas large parce que j'étais assez faiblement éclairée. Et puis alors surtout, c'est que ça n'en finissait pas. Je montais, ça ne s'arrêtait pas. Je commençais à être inquiète, et tout d'un coup, j'ai vu un ray de lumière. Et donc, petit palier, je me suis approchée, et qu'ai-je vu? Mais très haut. La salle des pas perdus. Pourquoi? Qu'était la salle des pas perdus sous l'Ancien Régime? Donc ça, c'était Palais Royal. Hein. La Cour de cassation a été ajoutée à la fin au tout début du XVIIIe siècle. 19e siècle, pardon, 1850. Et alors, après le tribunal de cassation, 1793, quand il a été créé, il a brûlé sous la Commune, reconstruit en 1970, mais enfin, l'automne est plus tardif. Tandis que là, c'était vraiment une salle de banquet, une salle de réunion, dans laquelle se tenaient des réunions et des banquets de centaines, voire milliers de personnes, donc vous imaginez bien qu'ils s'y fomentaient des complots, ils s'y forgeaient et faisaient des alliances, et qui observait de là-haut, à votre avis? Les policiers du roi, la police du roi. Et donc, je me suis dit, mais c'est formidable. Et donc, je suis redescendue. Non, mais s'il y a là un poste d'observation, il y en a en 4 angles. Eh bien oui, il y en a en 4 angles. Alors, si vous êtes au palais, vous allez au-dessus de la corniche qui est très haute, aux 4 angles, vous verrez nettement une porte métallique peinte dans la couleur de la pierre, mais qui se distingue quand même très bien, exactement aux 4 angles. Hein. Et c'est là que se postait, c'était les renseignements généraux avant la police du roi. Voilà, tout ça pour vous dire que vous ne regarderez plus jamais la salle n'est pas perdue comme vous l'avez vu précédemment. Merci beaucoup, étant donné le retard. Je pense qu'il n'y aura pas de questions. On part de cette séance le président faisant des comptes rendus opératoires plus précis, en informant bien les patients et
et en améliorant notre surveillance. Monsieur le vice-président, juste une question, madame la doyenne, madame, voilà, la présidente, voilà, l'ancien doyen, c'est pour ça que je vous permettez. C'était passionnant, c'était non mais vraiment. J'ai noté toutefois, parce que j'ai noté, mes chers collègues, s'il vous plaît, j'ai noté toutefois, quand vous avez parlé de la reine de Mercier de 1935, je crains que la date exacte, c'est le 30 mai 1936. Et vous avez dit 35. Ah oui. Vous voyez que j'ai dit, madame, j'ai écouté jusqu'au bout et une seule question. Au niveau de la Cour de cassation, dans la différenciation entre la faute et l'aléa thérapeutique, je peux dire qu'il y ait déjà eu des arrêts qui fassent, j'allais dire, une appréciation de 40% de faute et 60% d'aléa. Ça existe. Voilà. Merci mille fois, madame.